Imaginez une querelle si explosive qu'elle a éclipsé les batailles épiques d'un film légendaire, une confrontation entre deux géants d'Hollywood dont les tempéraments opposés ont transformé un plateau de tournage en champ de bataille. Ava Gardner, l'icône incandescente, face à Charlton Heston, le titan rigide, dans le chaos monumental de 55 jours à Pékin. Je n'ai jamais travaillé avec un homme plus froid et plus pompeux, lança Ava, tandis que Heston la qualifiait de tyran ingérable. Derrière les décors somptueux et les foules de figurants, leur rivalité devint une légende, révélant bien plus que des égos froissés. Une lutte entre passion brute et discipline inflexible, entre une femme qui vivait pour l'art et un homme obsédé par le contrôle. Mais au-delà de ce clash mythique, qui était vraiment Ava Gardner? Une star dont la vie tumultueuse, faite d'amour tragique, de combats pour la liberté et d'une quête incessante d'authenticité, cache des facettes méconnues qui rendent son histoire aussi captivante que ses films. Plongez avec nous dans les coulisses de cette querelle légendaire et dans les chapitres oubliés de la vie d'Ava, une femme dont le feu intérieur continue d'illuminer l'histoire du cinéma. Ava Gardner ne mâchait pas ses mots lorsqu'elle parlait de Charlton Heston, déclarant avec une franchise cinglante: « Je ne crois pas avoir jamais travaillé avec un homme plus froid et plus pompeux de ma vie. » Lors du tournage de 55 jours à Pékin en 1963, une fresque épique tournée en Espagne, la tension entre ces deux stars était palpable, alimentée par des visions diamétralement opposées du métier d'acteur. Ava, avec son instinct brut et sa spontanéité, voyait en Heston un général autoproclamé, un homme qui abordait chaque scène comme une campagne militaire, obnubilé par l'angle de son chapeau ou le placement précis des accessoires. Il agissait comme si nous tournions les 10 commandements et qu'il était Moïse, raillait-elle, exaspérée par son attitude qu'elle jugeait prétentieuse et étouffante. Heston, de son côté, ne cachait pas son mépris pour ce qu'il percevait comme l'indiscipline d'Ava. Dans son autobiographie In the Arena, il écrivit: « Je préférerais me planter des aiguilles dans les yeux plutôt que de retravailler avec elle. » Pour lui, les retards d'Ava, ses sautes d'humeur et son penchant pour les soirées arrosées compromettaient une production déjà chaotique. Leur conflit, amplifié par les défis logistiques du film, des décors gigantesques, des milliers de figurants et un scénario inachevé, devint une légende hollywoodienne. Mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire d'Ava Gardner. Née le 24 décembre 1922 à Graptown, en Caroline du Nord, Ava grandit dans une famille modeste, loin du glamour d'Hollywood. Fille d'agriculteur, elle développa dès l'enfance une indépendance farouche, forgée par les rudes réalités de la campagne américaine pendant la Grande Dépression. Découverte à 18 ans grâce à une photo dans la vitrine d'un studio, elle signa avec la MGM et devint rapidement une star grâce à des films comme Les Tueurs, 1946. Mais derrière son image de femme fatale, Ava était une âme complexe, tiraillée entre son désir de liberté et les chaînes d'une industrie qui voulait la réduire à sa beauté. Sur le plateau de 55 jours à Pékin, son conflit avec Heston reflétait cette lutte. Elle refusait de se plier à la rigidité d'un système incarné par son partenaire, préférant laisser parler son instinct. « On ne peut pas jouer face à un bloc de glace », confia-t-elle à des amis, soulignant son besoin d'un échange créatif que Heston, selon elle, ne pouvait offrir. Le tournage de 55 jours à Pékin fut un cauchemar logistique, avec des décors colossaux reconstituant Pékin sur 70 hectares près de Madrid, des milliers de figurants recrutés à travers l'Europe et un réalisateur, Nicolas Ray, aux prises avec des problèmes de santé. Ava ressentait le poids de ces défis, mais elle estimait que l'attitude autoritaire d'Heston aggravait les tensions. Là où elle cherchait des moments de légèreté pour détendre l'atmosphère, lui restait focalisée sur sa vision du professionnalisme, critiquant ses retards et son comportement. « J'ai pu être en retard 1 ou 2 fois, mais qui ne l'était pas sur ce tournage de fou », se défendait-elle, voyant dans les reproches d'Heston une tentative d'asseoir son autorité plutôt qu'une réelle préoccupation. Elle le trouvait hypocrite, lui reprochant de perdre des heures en réunions inutiles pour des détails insignifiants, tout en se posant en boussole morale du plateau. Il se prenait pour le réalisateur, le producteur et le pape réunis, lança-t-elle avec mordant. Mais l'histoire d'Ava Gardner dépasse largement ce conflit. Une facette méconnue de sa vie est son amour profond pour l'Espagne, où elle trouva un refuge après le tournage. Dans les années 1960, elle s'installa à Madrid, fascinée par la culture espagnole, en particulier le flamenco. Elle fréquentait les tablaos, se liant d'amitié avec des danseurs gitans et absorbant l'énergie brute de cette musique. « L'Espagne, c'est là où je respire », écrivit-elle. Cette passion influença ses performances, comme dans La Nuit de l'Iguane, 1964, où son personnage vibrait d'une intensité presque gitane. À Madrid, Ava vivait une vie bohème, organisant des soirées où elle dansait jusqu'à l'aube, libre des contraintes d'Hollywood. Cette période révèle une femme cherchant à se reconnecter à son essence, loin des jugements de l'industrie. Ava fut aussi une mentor discrète pour les femmes artistes de son époque. Malgré sa réputation de diva, elle était généreuse avec les jeunes actrices et les techniciennes. Sur 55 jours à Pékin, elle prit sous son aile des figurantes, leur offrant des conseils pour naviguer dans une industrie dominée par les hommes. Dans les années 1970,
Elle devint une confidente pour des actrices comme Mia Farrow, les encourageant à défendre leur authenticité. « N'abandonne jamais qui tu es pour un rôle », lui dit-elle lors d'un dîner à Londres. Cette générosité, souvent éclipsée par les récits de ses frasques, montre une Ava consciente des injustices de son milieu et déterminée à soutenir celles qui suivaient ses pas. Son combat contre les stéréotypes de genre fut une autre facette marquante. À une époque où les actrices étaient cantonnées à des rôles de femmes fatales, Ava imposa des personnages complexes, mêlant force et vulnérabilité. Dans Mogambo, 1953, elle incarna une femme audacieuse face à Clark Gable, défiant les conventions. Sur 55 jours à Pékin, elle fut déçue par le rôle stéréotypé de la baronne Nathalie Ivanov et tenta, en vain, de réécrire ses scènes pour plus de profondeur. Ce désir de transcender les attentes reflétait sa propre lutte pour ne pas être définie par sa beauté ou ses scandales. Ava s'engagea également dans des causes sociales, notamment le mouvement des droits civiques. Dans les années 1960, inspirée par son amitié avec Lena Horne, elle soutint la NAACP, participant à des collectes de fonds et dénonçant les injustices raciales. « Je ne supporte pas l'hypocrisie de ceux qui parlent de liberté tout en ignorant l'injustice », déclara-t-elle. Cet engagement, peu médiatisé, contrastait avec son image de star insouciante. Sa vie amoureuse, souvent réduite à des anecdotes, cache une quête poignante d'amour véritable. Ses mariages avec Mickey Rooney, Artie Shaw et Frank Sinatra furent tumultueux, mais sa relation avec George C. Scott dans les années 1960 fut particulièrement intense. « Il me comprenait, mais nous étions trop cassés pour nous réparer », confia-t-elle. Cette quête imprégna ses performances, donnant à ses rôles une profondeur émotionnelle unique. Moins connu est son talent pour la photographie, une passion qu'elle développa dans les années 1950. Sur les plateaux, elle capturait des moments intimes avec son Leica, immortalisant des techniciens, des figurants et des paysages. « La caméra voit ce que les gens cachent », disait-elle. Ses photos, rarement exposées, révèlent une Ava observatrice, cherchant à comprendre le monde au-delà de sa propre célébrité. Elle envisagea même, dans les années 1970, de publier un recueil de ses clichés, un projet abandonné par manque de confiance. Ava eut aussi une relation complexe avec la littérature. Férue de poésie, elle lisait Emily Dickinson et Pablo Neruda, trouvant dans leurs vers un écho à ses propres tourments. Elle écrivait des poèmes en secret, qu'elle partageait parfois avec des amis proches. « Les mots sont plus libres que les caméras », disait-elle. Ses écrits, jamais publiés, montrent une Ava introspective, cherchant à exprimer ce que le cinéma ne lui permettait pas. Dans les années 1970, elle s'impliqua dans la protection des animaux, finançant des refuges en Espagne et au Royaume-Uni. « Les animaux ne jugent pas », plaisantait-elle. Cet engagement reflétait son besoin de trouver du sens loin des projecteurs. Elle adopta plusieurs chiens errants, qu'elle considérait comme sa vraie famille, dans ces dernières années. Lorsqu'Ava et Eston se retrouvèrent en 1974 pour Tremblement de terre, les tensions s'étaient apaisées. La nature chorale du film limitait leurs interactions, et Ava, plus mûre, se concentra sur son jeu. Il était moins gendarme, nota-t-elle avec un sourire. Eston, de son côté, admit une collaboration plus sereine, bien que sans chaleur. Leur querelle, bien que légendaire, n'était qu'un chapitre dans la vie d'Ava, une femme qui transforma chaque épreuve en une leçon de résilience. Imaginez une querelle si explosive qu'elle a éclipsé les batailles épiques d'un film légendaire, une confrontation entre deux géants d'Hollywood dont les tempéraments opposés ont transformé un plateau de tournage en champ de bataille. Ava Gardner, l'icône incandescente, face à Charlton Heston, le titan rigide, dans le chaos monumental de 55 jours à Pékin. « Je n'ai jamais travaillé avec un homme plus froid et plus pompeux », lança Ava, tandis que Heston la qualifiait de tyran ingérable. Derrière les décors somptueux et les foules de figurants, leur rivalité devint une légende, révélant bien plus que des égos froissés. Une lutte entre passion brute et discipline inflexible, entre une femme qui vivait pour l'art et un homme obsédé par le contrôle. Mais au-delà de ce clash mythique, qui était vraiment Ava Gardner? Une star dont la vie tumultueuse, faite d'amour tragique, de combat pour la liberté et d'une quête incessante d'authenticité, cache des facettes méconnues qui rendent son histoire aussi captivante que ses films. Plongez avec nous dans les coulisses de cette querelle légendaire et dans les chapitres oubliés de la vie d'Ava, une femme dont le feu intérieur continue d'illuminer l'histoire du cinéma. Ava Gardner ne mâchait pas ses mots lorsqu'elle parlait de Charlton Heston, déclarant avec une franchise cinglante. « Je ne crois pas avoir jamais travaillé avec un homme plus froid et plus pompeux de ma vie. » Lors du tournage de 55 jours à Pékin en 1963, une fresque épique tournée en Espagne, la tension entre ces deux stars était palpable, alimentée par des visions diamétralement opposées du métier d'acteur. Ava, avec son instinct brut et sa spontanéité, voyait en Heston un général autoproclamé, un homme qui abordait chaque scène comme une campagne militaire, obnubilé par l'angle de son chapeau ou le placement précis des accessoires. Il agissait comme si nous tournions les 10 commandements et qu'il était Moïse, railla-t-elle, exaspérée par son attitude qu'elle jugeait prétentieuse et étouffante. Heston, de son côté,
ne cachait pas son mépris pour ce qu'il percevait comme l'indiscipline d'Ava. Dans son autobiographie In the Arena, il écrivit « Je préférerais me planter des aiguilles dans les yeux plutôt que de retravailler avec elle. » Pour lui, les retards d'Ava, ses sautes d'humeur et son penchant pour les soirées arrosées compromettaient une production déjà chaotique. Leur conflit, amplifié par les défis logistiques du film, des décors colossaux, des milliers de figurants et un scénario inachevé, devint une légende hollywoodienne. Mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire d'Ava Gardner. Née le 24 décembre 1922 à Graptown, en Caroline du Nord, Ava grandit dans une famille modeste, loin du glamour d'Hollywood. Fille d'agriculteur, elle développa dès l'enfance une indépendance farouche, forgée par les rudes réalités de la campagne américaine pendant la Grande Dépression. Découverte à 18 ans grâce à une photo dans la vitrine d'un studio, elle signa avec la MGM et devint rapidement une star grâce à des films comme Les Tueurs, 1946. Mais derrière son image de femme fatale, Ava était une âme complexe, tiraillée entre son désir de liberté et les chaînes d'une industrie qui voulait la réduire à sa beauté. Sur le plateau de 55 jours à Pékin, son conflit avec Heston reflétait cette lutte. Elle refusait de se plier à la rigidité d'un système incarné par son partenaire, préférant laisser parler son instinct. On ne peut pas jouer face à un bloc de glace, confia-t-elle à des amis, soulignant son besoin d'un échange créatif que Heston, selon elle, ne pouvait offrir. Le tournage de 55 jours à Pékin fut un cauchemar logistique, avec des décors colossaux reconstituant Pékin sur 70 hectares près de Madrid, des milliers de figurants recrutés à travers l'Europe et un réalisateur, Nicolas Ray, aux prises avec des problèmes de santé. Ava ressentait le poids de ces défis, mais elle estimait que l'attitude autoritaire d'Heston aggravait les tensions. Là où elle cherchait des moments de légèreté pour détendre l'atmosphère, lui restait focalisée sur sa vision du professionnalisme, critiquant ses retards et son comportement. « J'ai pu être en retard 1 ou 2 fois, mais qui ne l'était pas sur ce tournage de fou », se défendait-elle, voyant dans les reproches d'Heston une tentative d'asseoir son autorité plutôt qu'une réelle préoccupation. Elle le trouvait hypocrite, lui reprochant de perdre des heures en réunions inutiles pour des détails insignifiants, tout en se posant en boussole morale du plateau. Il se prenait pour le réalisateur, le producteur et le pape réunis, lança-t-elle avec mordant. Mais l'histoire d'Ava Gardner dépasse largement ce conflit. Une facette méconnue de sa vie est son amour profond pour l'Espagne, où elle trouva un refuge après le tournage. Dans les années 1960, elle s'installa à Madrid, fascinée par la culture espagnole, en particulier le flamenco. Elle fréquentait les tablaos, se liant d'amitié avec des danseurs gitans et absorbant l'énergie brute de cette musique. « L'Espagne, c'est là où je respire », écrivit-elle. Cette passion influença ses performances, comme dans La Nuit de l'Iguane, 1964, où son personnage vibrait d'une intensité presque gitane. À Madrid, Ava vivait une vie bohème, organisant des soirées où elle dansait jusqu'à l'aube, libre des contraintes d'Hollywood. Cette période révèle une femme cherchant à se reconnecter à son essence, loin des jugements de l'industrie. Ava fut aussi une mentor discrète pour les femmes artistes de son époque. Malgré sa réputation de diva, elle était généreuse avec les jeunes actrices et les techniciennes. Sur 55 jours à Pékin, elle prit sous son aile des figurantes, leur offrant des conseils pour naviguer dans une industrie dominée par les hommes. Dans les années 1970, elle devint une confidente pour des actrices comme Mia Farrow, les encourageant à défendre leur authenticité. « N'abandonne jamais qui tu es pour un rôle », lui dit-elle lors d'un dîner à Londres. Cette générosité, souvent éclipsée par les récits de ses frasques, montre une Ava consciente des injustices de son milieu et déterminée à soutenir celles qui suivaient ses pas. Son combat contre les stéréotypes de genre fut une autre facette marquante. À une époque où les actrices étaient cantonnées à des rôles de femmes fatales, Ava imposa des personnages complexes, mêlant force et vulnérabilité. Dans Mogambo, 1953, elle incarna une femme audacieuse face à Clark Gable, défiant les conventions. Sur 55 jours à Pékin, elle fut déçue par le rôle stéréotypé de la baronne Nathalie Ivanov et tenta, en vain, de réécrire ses scènes pour plus de profondeur. Ce désir de transcender les attentes reflétait sa propre lutte pour ne pas être définie par sa beauté ou ses scandales. Ava s'engagea également dans des causes sociales, notamment le mouvement des droits civiques. Dans les années 1960, inspirée par son amitié avec Lena Horne, elle soutint la NAACP, participant à des collectes de fonds et dénonçant les injustices raciales. « Je ne supporte pas l'hypocrisie de ceux qui parlent de liberté tout en ignorant l'injustice », déclara-t-elle. Cet engagement, peu médiatisé, contrastait avec son image de star insouciante. Sa vie amoureuse, souvent réduite à des anecdotes, cache une quête poignante d'amour véritable. Ses mariages avec Mickey Rooney, Artie Shaw et Frank Sinatra furent tumultueux, mais sa relation avec George C. Scott dans les années 1960 fut particulièrement intense. « Il me comprenait, mais nous étions trop cassés pour nous réparer », confia-t-elle. Cette quête imprégna ses performances, donnant à ses rôles une profondeur émotionnelle unique. Moins connu est son talent pour la photographie, une passion qu'elle développa dans les années 1950.
Sur les plateaux, elle capturait des moments intimes avec son Leica, immortalisant des techniciens, des figurants et des paysages. La caméra voit ce que les gens cachent, disait-elle. Ces photos, rarement exposées, révèlent une Ava observatrice, cherchant à comprendre le monde au-delà de sa propre célébrité. Elle envisagea même, dans les années 1970, de publier un recueil de ses clichés, un projet abandonné par manque de confiance. Ava eut aussi une relation complexe avec la littérature. Férue de poésie, elle lisait Emily Dickinson et Pablo Neruda, trouvant dans leurs vers un écho à ses propres tourments. Elle écrivait des poèmes en secret, qu'elle partageait parfois avec des amis proches. Les mots sont plus libres que les caméras, disait-elle. Ses écrits, jamais publiés, montrent une Ava introspective, cherchant à exprimer ce que le cinéma ne lui permettait pas. Dans les années 1970, elle s'impliqua dans la protection des animaux, finançant des refuges en Espagne et au Royaume-Uni. Les animaux ne jugent pas, plaisantait-elle. Cet engagement reflétait son besoin de trouver du sens loin des projecteurs. Elle adopta plusieurs chiens errants, qu'elle considérait comme sa vraie famille, dans ces dernières années. Au-delà de la querelle légendaire entre Ava Gardner et Charlton Heston sur le tournage chaotique de 55 jours à Pékin, l'histoire d'Ava est une saga bien plus vaste, tissée de passions dévorantes, de luttes intérieures et d'une quête incessante pour vivre selon ses propres règles. Cette icône d'Hollywood, dont la beauté envoûtante et le talent brut ont illuminé des films comme Mogambo et La Nuit de l'Iguane, était bien plus qu'une star. Elle était une rebelle, une artiste sensible et une femme dont les combats personnels et les passions secrètes révèlent une profondeur insoupçonnée. Si sa rivalité avec Heston a marqué les esprits, elle n'est qu'un fragment d'une vie marquée par des choix audacieux, des amitiés inattendues et une volonté de laisser une trace au-delà du cinéma. Plongez avec nous dans les chapitres méconnus de la vie d'Ava Gardner, ceux qui montrent une femme refusant de se laisser enfermer dans une image, et dont l'héritage continue d'inspirer par sa complexité et son humanité. Sur le plateau de 55 jours à Pékin en 1963, la tension entre Ava Gardner et Charlton Heston était électrique. Ava, avec sa spontanéité et son rejet des conventions, voyait en Heston un homme rigide, obsédé par le contrôle, qui étouffait son énergie créative. Il se prenait pour Moïse descendant de la montagne, plaisantait-elle, excédée par son attitude qu'elle jugeait froide et prétentieuse. Heston, de son côté, la considérait comme une diva imprévisible, dont les retards et les soirées arrosées compromettaient une production déjà complexe. Mais pour comprendre pourquoi Ava se heurtait si violemment à Heston, il faut explorer les facettes moins connues de sa vie, celles qui révèlent une femme déterminée à vivre librement, même au prix de conflits et de jugements. Un aspect fascinant et rarement évoqué est l'influence durable qu'eut son enfance rurale sur sa personnalité et sa carrière. Née dans une petite communauté agricole de Caroline du Nord, Ava grandit entourée de chants de tabac et de contes populaires racontés par sa mère, Molly, une femme pieuse mais ouverte d'esprit. Ces histoires, mêlant légendes locales et récits bibliques, instillèrent en Ava une imagination débordante et un goût pour le drame, qui se reflétèrent plus tard dans ses rôles. À Graptown, elle apprit à monter à cheval et à travailler la terre, développant une résilience physique et mentale qui lui permit de tenir tête aux pressions d'Hollywood. « Je n'ai jamais eu peur des hommes comme Heston, confia-t-elle des années plus tard, parce que j'ai grandi avec des fermiers qui ne se laissaient pas impressionner. » Cette connexion à ses racines rurales lui donna une authenticité rare, qui transparaissait dans ses performances et la rendait si différente des stars policées de son époque. Un autre chapitre méconnu est son amitié profonde avec des figures littéraires et artistiques qui ont enrichi sa vision du monde. Dans les années 1950, Ava se lia d'amitié avec l'écrivain Ernest Hemingway, rencontré lors du tournage de Les Neiges du Kilimandjaro, 1952. Leur relation, fondée sur un amour partagé pour l'Espagne et une aversion pour les faux-semblants, fut une source d'inspiration pour Ava. Hemingway, impressionné par son intelligence intuitive, l'encouragea à lire des auteurs comme Federico García Lorca, dont les poèmes passionnés devinrent une obsession pour elle. Lorca comprenait la douleur d'être vivant, disait-elle. Ses lectures nourrirent son jeu, lui permettant d'apporter une intensité dramatique à des rôles comme celui de Maria Vargas dans La Comtesse aux pieds nus, 1954. Cette facette intellectuelle d'Ava, rarement soulignée, montre une femme avide de sens, cherchant dans la littérature une échappatoire aux contraintes de sa célébrité. Ava fut également une pionnière dans son approche de la santé mentale, un sujet tabou à Hollywood dans les années 1950 et 1960. Marquée par ses luttes personnelles, notamment ses mariages tumultueux et les pressions constantes de l'industrie, elle consulta discrètement un thérapeute à Londres dans les années 1960, une démarche audacieuse à une époque où la psychanalyse était stigmatisée. « Je voulais comprendre pourquoi je sabotais parfois mon propre bonheur », confia-t-elle à une amie proche. Cette exploration intérieure l'aida à canaliser ses émotions dans ses rôles, donnant à ses performances une vulnérabilité saisissante. Sur 55 jours à Pékin, ses frustrations avec Heston et le chaos du tournage exacerbèrent son sentiment d'isolement, mais elle trouva du réconfort en écrivant des lettres introspectives à des amis, où elle analysait ses propres contradictions.
Ses écrits, partiellement révélés dans des archives posthumes, montrent une Ava bien plus introspective que l'image de femme fatale véhiculée par les médias. Un autre aspect captivant est son engagement dans le militantisme écologique, bien avant que le terme ne devienne courant. Dans les années 1970, après s'être installée à Londres, Ava s'impliqua dans des campagnes pour préserver les espaces verts et protéger la faune. Fascinée par la nature depuis son enfance, elle finança des initiatives pour reboiser des zones dévastées en Espagne et soutint des organisations comme le World Wildlife Fund. La Terre ne nous appartient pas, nous lui appartenons, écrivait-elle dans une lettre à un ami écologiste. Cet engagement, discret mais sincère, reflétait son besoin de donner un sens à sa vie au-delà du cinéma, et montrait une Ava profondément connectée aux enjeux de son temps. Enfin, Ava Gardner joua un rôle méconnu dans la promotion de la musique jazz en Europe. Passionnée par ce genre depuis ses rencontres avec des musiciens comme Duke Ellington dans les années 1940, elle organisa des soirées privées à Madrid où elle invita des jazzmen afro-américains à se produire, à une époque où le racisme limitait leurs opportunités. Ces événements, tenus dans son appartement, attirèrent des artistes et des intellectuels, créant un espace de liberté culturelle. Le jazz, c'est comme moi, libre et un peu cassé, plaisantait-elle. Cette passion pour le jazz influença son style de vie bohème et renforça son image de femme défiant les conventions. Ses facettes, ses racines rurales, ses amitiés littéraires, son exploration de la santé mentale, son militantisme écologique et son amour du jazz révèlent une Ava Gardner bien plus riche que l'image de la star rebelle en conflit avec Heston. Sur 55 jours à Pékin, sa tension avec lui était le reflet d'une femme refusant de se plier à un système qui cherchait à la dompter. À travers ses luttes et ses passions, Ava reste une figure intemporelle, une artiste dont la vie continue d'inspirer par sa profondeur et sa quête d'authenticité. Lorsqu'Ava et Heston se retrouvèrent en 1974 pour Tremblement de terre, les tensions s'étaient apaisées. La nature chorale du film limitait leurs interactions, et Ava, plus mûre, se concentra sur son jeu. Il était moins gendarme, nota-t-elle avec un sourire. Heston, de son côté, admit une collaboration plus sereine, bien que sans chaleur. Leur querelle, bien que légendaire, n'était qu'un chapitre dans la vie d'Ava, une femme qui transforma chaque épreuve en une leçon de résilience.